Ça devrait être lancé d'ici peu. Hop, du coup, l'enregistrement lancé. Donc, merci Xavier Titelman d'accepter mon invitation. Donc, sur le Bonjour sujet, Damien, avec plaisir. les entreprises françaises innovent-elles assez? Donc, j'ai choisi de vous contacter car vous êtes un acteur pour moi majeur dans ce thème-là. Donc, pour commencer, je vais tout simplement vous demander de vous présenter. Eh bien, écoute, je suis Xavier Titelman, j'ai été dans l'aviation navale pendant une dizaine d'années. J'ai fait pas mal de choses, mais grosso modo, maintenant, je fais principalement du conseil en aéronautique au profit des grands acteurs du secteur, que ce soit les compagnies aériennes, les aéroports, l'industrie. Super. Eh ben, on va pouvoir commencer avec mes petites questions. Donc, ma première question, qui est une question générique. Pour vous, qu'est-ce qu'innover? Alors, l'innovation, c'est le fait d'être capable de progresser, soit de manière incrémentale, c'est en amélioration des systèmes qui existent déjà, dans le quoi on est relativement bon, parce qu'il y a toujours une course qui est pas chère à améliorer, à gagner quelques points d'efficacité dans tout ce qu'on veut faire. Et il y a l'innovation qui est plus lourde, de rupture, en partant sur de nouveaux programmes, en partant avec des technologies plus innovantes. Et c'est peut-être là qu'on a le moins d'atouts, parce qu'il faut investir beaucoup plus d'argent avec des garanties de retour qui sont un petit peu plus faibles. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a une partie, on va dire, MCO, maintien en condition opérationnelle, plus upgrade, entre guillemets, des systèmes. Et Ouais, une MCO, pas trop, partie mais ouais, c'est vraiment amélioration contre rupture, amélioration. Okay. contre Et donc, rupture technologique. la création la production de nouveaux systèmes, par exemple. Exactement. Donc, deuxième petite question, pourquoi l'innovation est-elle importante, selon vous? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, alors, si on regarde le côté écologique, il y a une réalité, c'est qu'on a en aviation, on a une massification du secteur aérien et on a une obligation de s'adapter au fait qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent l'avion. Or, l'efficacité énergétique des premiers avions était tellement faible qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 milliards de personnes qui prennent l'avion chaque année, tout en gardant l'efficacité énergétique qui était celle des années 60-70. L'objectif de l'amélioration, c'est de faire en sorte que l'amélioration de l'efficacité, notamment énergétique, soit supérieure à celle de la croissance du trafic, avec pour objectif de réduire les émissions de CO2 nettes du secteur, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui voyagent. Donc c'est en ça qu'il faut distinguer la simple amélioration pour simplement améliorer votre efficacité énergétique et une amélioration qui permet réellement de réduire les émissions de CO2 et qui soit supérieure à la croissance du secteur. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est assez fondamental. C'est où est-ce qu'on met la barre. Si on se contente de s'améliorer pour réduire les coûts, d'améliorer la sécurité aérienne, de rendre la vie du pilote plus simple, etc., ça, on peut le faire en permanence. Mais quand on se met des objectifs qui sont très élevés, il y en a qui se mettent comme objectif de mettre en place le tourisme spatial ou le transport spatial. Il y en a qui se mettent pour objectif d'aller sur Mars. Il y en a qui se mettent pour objectif de relancer le supersonique. Ça, logiquement, on ne le fait pas de manière incrémentale par amélioration douce. Il faut aussi avoir des ruptures. Et ces ruptures, forcément, on est obligé d'y passer quand on a fini de faire les améliorations incrémentales. Aujourd'hui, l'aviation classique, elle a tellement progressé, tellement amélioré dans les dernières décennies qu'on ne peut plus imaginer de grosses améliorations, des gros gains de productivité ou de sécurité aérienne ou le reste, avec les technos habituels, juste simplement en les améliorant. Donc même pour l'aviation générale classique, il faut qu'on passe sur des évolutions qui sont beaucoup plus radicales, qu'on parle de la forme des ailes, qu'on parle de la traînée, qu'on parle de l'efficacité des moteurs, qu'on parle de l'emplacement des moteurs, de la géométrie générale, du poids des avions, de la propulsion, de l'énergie qu'on utilise pour la propulsion. Voilà. Il y a énormément de domaines dans lesquels on est vraiment à la veille d'innovation de rupture et on n'a absolument pas le choix. Il faut que ce soit une réussite. Oui, bien sûr. Ça me fait penser à ce que vous dites au projet d'Airbus pour, comment utiliser le terme, hydrogéniser, entre guillemets, les aéronefs. Ouais. Du coup, ce que vous venez de me dire, pardon, sur la question 3 revient à ma question 4. Donc, selon vous, innovation rime avec écologie. Quand je pense à cette question, je pense par exemple à Air France qui utilise des biocarburants, des nouveaux types de carburants, l'utilisation de nouveaux types de matériaux.
par exemple, on peut prendre l'exemple de l'Airbus A350 qui utilise plus de 50%, 53% de matériaux composites pour Ouais, à la fois diminuer le poids de ces aéronefs, donc en gagnant, pour cette innovation. en gagnant du carburant, entre guillemets. Donc, Ouais. pour revenir à ma question, selon vous, l'innovation rime-t-elle avec écologie? Alors, ça dépend. Si c'est l'écologie qu'on vise, oui. Il y a des innovations. Si on regarde le concept de NIADS contre les décrochages, c'est une évolution, c'est une amélioration qui n'est pas écologique, qui est de sécurité aérienne. Si on regarde les projets comme Boom, bah, on va voler plus vite, on va voler à Mach 2, on va revenir sur le Concorde, mais en beaucoup plus efficace. Donc c'est une innovation, mais qui n'est pas écologique. Donc il existe des innovations qui sont, dont l'effet secondaire est écologique, par exemple le drone taxi, le fait d'électrifier, le fait de ne pas avoir besoin d'infrastructures terrestres qui soient lourdes. Il y a des villes comme Vancouver au Canada, par exemple, qui ont renoncé à construire des infrastructures, par exemple, souterraines et des ponts, enfin des ponts et des souterrains, malgré leur croissance démographique, parce qu'ils parient sur l'arrivée massive du drone qui permettra de se passer d'infrastructures. Donc finalement, certaines innovations qui n'ont pas de visée purement écologique, les drones taxis, ça n'a pas de visée écologique, eh bien, ont un effet secondaire écologique. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et après, évidemment, en ce moment, bah, c'est clair que la majorité de la recherche qui se fait dans l'aéronautique, elle est quand même orientée sur la décarbonation du secteur, mais même pas la décarbonation, la défossilisation du secteur. Parce que tu parles des carburants alternatifs durables. L'avion qui va consommer du carburant alternatif durable, c'est un avion normal qui émet du CO2 normal. Bien sûr, Simplement, on considère la totalité du cycle du carbone et le CO2 qui est émis va être récupéré par les feuilles des arbres. Les feuilles des arbres vont être retransformées en carburant alternatif durable. Donc, c'est sur un cycle fermé où, en gros, on réduit de 80% les émissions de CO2. Mais ton avion, il émet du CO2 comme des bien véhicules. sûr, bien sûr. Donc, au global, on parle de décarbonation, mais le terme exact serait défossilisation. On veut plus de carburant fossile, on veut de l'hydrogène, on veut de l'électricité, on veut des carburants durables, effectivement, parce que ça va vers l'écologie, quoi. Mais il y a une certitude, la majorité des efforts qui sont faits aujourd'hui dans l'aérien, pour l'aviation commerciale de transport, ils sont très clairement sur l'écologie. D'accord. Ça me fait penser au projet de Flying Green, une future compagnie aérienne française qui, elle, vise à développer une compagnie aérienne éco-responsable. Mais du coup, comment créer une compagnie éco-responsable avec des technologies actuelles qui, même si, comme vous disiez, le but est de décarboniser le secteur aérien, mais Ouais. c'est comment cette entreprise va pouvoir être éco-responsable en gardant les technologies entre guillemets actuelles. Non, alors elle peut faire mieux que les autres, ce qui coûte cher. D'ailleurs, c'est pas la seule. Air France fait mieux que les autres et ça lui coûte cher. Air France a réussi, avant la crise, à réduire ses émissions de CO2 de 10% malgré une croissance du passager de 30%. Donc on peut faire mieux que la croissance et mieux que les concurrents. Typiquement, si on impose d'utiliser au sol, on peut utiliser de l'électricité qui vient de l'aéroport plutôt que d'utiliser l'électricité qu'on génère nous-mêmes à partir du carburant dans la queue, l'APU. Yes. Sauf que ça coûte cher. Et donc, logiquement, il y a beaucoup de compagnies qui préfèrent prendre l'option moins chère, mais plus Oui. polluante. Le fuel tankering, ça rapporte de l'argent, mais c'est émetteur de CO2 parce qu'on achète du pétrole pour éviter de l'acheter à la destination où il va coûter plus cher. Par exemple, la Corse, le pétrole est plus cher, donc on achète son pétrole à Lyon ou à Paris ou à Marseille pour éviter de l'acheter une fois qu'on est en Corse. Donc ça, il y a plein de bonnes pratiques écologiques qui ont un coût qui ne sont pas rentables. Mais installer des winglets, faire du rétrofit de winglets ou du rétrofit de la peinture, du rétrofit des sièges pour qu'ils soient plus légers. On va gagner des kilos et des kilos. Et donc, au final, quand on accumule tout ça, voler avec des avions à turbopropulsés au lieu d'être avec des turboréacteurs. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut imaginer pour améliorer l'efficacité énergétique du secteur. On va gagner 10%, 15% par rapport aux avions classiques. Si on arrive à avoir un remplissage bien complet de l'avion, on va être autour de 2 litres au 100 par passager, ce qui est bien. Mais on n'est pas à zéro encore. Bien Et sûr. alors après, je ne connais pas l'objectif de cette compagnie aérienne, mais si Flying Green, ils veulent s'engager à faire des avions à hydrogène en 2027, ce qui est possible par exemple avec les kits de rétrofit de Universal Hydrogène, qui ont déjà été achetés par je ne sais plus quelle compagnie, eh bien il y a la possibilité effectivement de
Se dire, je suis plus cher, mais je suis écolo, et j'achète 30% de carburant alternatif durable pour l'instant en attendant de faire plus. Et en plus, à horizon 2027, je vais acheter des avions à hydrogène. D'accord. Moi, c'était Donc il y a plein un de peu leviers. ouais. C'était un peu en lien avec mes questions d'après, donc des innovations dans le secteur aéronautique, mais du coup, je pense que vous avez Il y a toutes celles que je viens de pardon. dire, mais il y en a aussi d'autres qui ne dépendent pas du secteur aéronautique. Tu parlais tout à l'heure des carburants alternatifs durables. C'est l'énergie. Si l'énergéticien il est propre, l'aviation elle va se propriser aussi. Donc c'est pas quelque chose qui est acquis, qui est instantané, et on dépend des autres. Tu prends l'exemple pareil du contrôle aérien. Le contrôle aérien, on sait qu'il n'est pas optimisé, on sait que les avions ils font des détours dans le ciel qui font qu'ils allongent leur durée de vol de 6%. Donc demain, là, tout de suite, là, si on améliore le trafic aérien, tout de suite, on réduit de 6% la consommation de carburant des avions en Europe. Si on interdit le fuel tankering, c'est des centaines de milliers de tonnes de CO2 qui ne sont pas émis. Tu vois. Donc l'aérien s'améliore, mais il y a l'environnement de l'aérien qui doit s'améliorer aussi vite que lui. Les aéroports doivent investir massivement pour fournir de l'électricité propre et tu vois, et pas se reposer, je pense au Maroc, sur des centrales au charbon, pour pouvoir fournir aux avions de Bien sûr, l'électricité hein. qui Entre soit guillemets propre plus aussi. verte, quoi. Exactement, déjà s'équiper pour pouvoir fournir de l'électricité et la clim, et en plus que cette électricité et cette clim soit propre elle-même. Tu vois, il y a plein de choses à faire. Ouais, Que l'aéroport soit propre. Enfin, il y a énormément de choses dans lesquelles on peut travailler. L'industrie, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait d'efforts. Quand on regarde la production d'un avion, avant, c'était jusqu'à 10% des émissions de CO2 de sa durée de vie. Aujourd'hui, c'est moins de 2%. Aussi grâce à l'industrie 4.0 et aux fibres de carbone que tu as évoquées. Tu vois. D'accord, super. Donc, question d'après, donc c'est deux questions que je vais mettre en une, mais donc on a forcément la crise sanitaire qui nous a impacté et qui continue de nous impacter. Et Ouais. on a en parallèle de cette crise sanitaire la crise en Ukraine, donc la guerre en Ukraine. Donc selon vous, ces deux crises, on peut séparer les questions en deux, mais selon vous, ces deux crises impactent-elles l'innovation en France? Alors, la première, elle a eu un effet d'assécher tous les budgets de recherche jusqu'à ce que le gouvernement se dise que ce n'était pas acceptable et qu'il allait accélérer sur la transition écologique. Donc, on a quand même de l'argent qui a été mis sur la table pour pouvoir ne pas laisser tomber la filière et qu'elle puisse continuer à progresser et à s'améliorer et fournir des services plus efficaces, notamment sur la dimension écologique. Donc, la première crise, elle a clairement, j'ai envie de dire, accéléré la transition. Il y a 3 ans, on n'aurait jamais dit que Airbus visait de faire un avion à hydrogène en 2035. On n'aurait jamais imaginé des objectifs aussi ambitieux à des échéances, parce que 15 ans, ça paraît long, mais en fait, c'est court d'un point de vue développement aéronautique. Il faut 7-8 ans pour développer une nouvelle techno, il faut 3-4 ans pour la certifier derrière. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'investissements. Donc aujourd'hui, ouais, la crise, elle a semblé être un coup d'arrêt pour la filière. Au niveau production, ça a été clairement un frein temporaire, on le voit maintenant. Mais en termes, par contre, d'investissement de recherche, il n'y a pas eu réellement l'arrêt. Sur la deuxième question, sur l'Ukraine, par contre, là, il est clair que c'est plus une question de cerveau disponible. Et il est probable qu'une partie des cerveaux disponibles pour l'aviation soit orientée sur des questions plus militaires. Et donc là, est-ce qu'on aura suffisamment d'ingénieurs pour développer et les avions du futur et les avions de ligne du futur et les systèmes de défense dont on a besoin face au retour de la guerre de haute intensité? Ça, c'est une autre question, mais ce ne sera pas une question budgétaire, ce sera une question de nombre de personnes disponibles. Et on voit à quel point Airbus a du mal à recruter, comme tous ses homologues. D'accord, super. Du coup, ma dernière question qui va conclure notre petite interview, c'est selon vous, les entreprises françaises innovent-elles assez? Alors, innovation incrémentale, oui. Volonté d'innovation normale, ils font ce qu'ils peuvent. Mais l'innovation de rupture, ils ne sont pas dans un écosystème qui est aussi riche que ce qu'on peut par exemple avoir en Amérique du Nord ou en Chine. Une start-up très innovante comme Pipistrel, qui font les avions à zéro CO2, là, qui est une pépite européenne d'origine, je ne sais pas quel pays d'Europe de l'Est, ils viennent de se faire racheter par une boîte américaine, je crois. Tu vois, tu as des choses comme l'ARPAE. Tu connais la DARPA, l'agence de recherche d'innovation de rupture de la défense américaine.
il y a l'équivalent pour l'énergie qui s'appelle ARPA-E. Et ben, l'ARPA-E investit dans des moteurs électriques de nouvelle génération pour les avions avec la start-up qui en est plus une. Maintenant, elle a 200 salariés, qui s'appelle Wright Electrics, pour faire des moteurs à aimant permanent. C'est super sexy. Mais on n'a pas de fonds gouvernemental qui est capable de mettre des milliards sur ça tout de suite. L'hydrogène, les militaires aux États-Unis mettent beaucoup d'argent dans l'hydrogène, ce qui permet d'avoir une recherche, parce que ça t'évite d'avoir à amener du carburant à destination. Tu peux directement produire ton carburant à partir de panneaux solaires et d'eau avec l'hydrogène. Donc tu vois, tu as quand même beaucoup de choses qui font qu'ils ont une recherche fondamentale de base autour de l'armée, autour des centres de recherche avancés, autour de la NASA, qui leur donne un socle de recherche fondamentale qui est plus intéressant que ce qu'on a ici. Et on a ensuite ces business angels aux États-Unis qui sont plus capables de prendre du risque, et c'est pour ça qu'on a un foisonnement de fusées, de programmes innovants, que ce soit dans les drones taxis, etc., qui font qu'on a l'impression qu'il y a plus d'innovation aux États-Unis qu'en Europe, alors qu'on a des ingénieurs probablement les plus pointus du monde dans ces domaines-là, mais une partie d'entre eux partent aux États-Unis. Je reparlais tout à l'heure de Universal Hydrogen. Universal Hydrogen, c'est des mecs d'Airbus qui, voyant la galère que c'était en France, sont partis créer leur start-up en Californie. Et maintenant que leur start-up est basée en Californie, ils reviennent en France pour attaquer le marché français, à Toulouse. Donc, il y a aussi... Et tu regardes dans tous les domaines, hein. Tu regardes, comment il s'appelle, Zapata, le mec qui voulait traverser la Manche avec son jetpack sur le dos, tu sais. Bon, bah, le gars, il serait aux États-Unis, on lui ouvrirait les portes, la vie serait simple. En France, on pinaille pour savoir, pour lui donner des autorisations pour faire ses essais. Je vois. Et ce que tu disais tout à l'heure, lié à un peu la dépendance aux technologies d'Amérique du Nord, par exemple la législation ITAR, où par exemple moi, à titre personnel, je travaille sur le projet du PANG, du porte-avions de nouvelle génération. Ouais. C'est vrai que c'est un enjeu assez... on produit un produit français, mais toujours en étant dépendant des Américains, et c'est vrai que c'est dommage. C'est ça, ouais, alors il y a certaines technos comme la catapulte. Hein. L'IMAL, c'est vrai que... Après, je sais pas, comme tu disais, on a les ingénieurs les plus pointus, mais c'est peut-être aussi lié à un manque de budget. C'est vrai que on se voit... Tu compares le Rafale et le F-35. Je pense que si Dassault avait eu le budget du F-35, la France aurait déjà colonisé la Terre entière et Mars. Quoi. C'est invraisemblable à quel point on est bon par rapport. On a un ratio de coût-efficacité qui est inégalé, réellement. Mais on ne peut pas se permettre de tout développer tout seul. On fait ce qu'il y a de mieux. Les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, il n'existe pas de choses aussi complexes dans le monde. Un avion de chasse, c'est incroyablement puissant et compliqué à mettre en œuvre. Et il y a peu de pays en fait qui ont encore toutes ces capacités les plus pointues, dont le fait de faire un porte-avions par exemple. Alors que, à l'inverse, du fait qu'on mette tout notre argent dans les trucs les plus précis, les plus précieux, on a accepté d'être dépendant des autres pour les drones, notamment les drones low cost. Hein. Tu regardes même les drones comme le Bayraktar TB2. Le drone, il coûte même pas $1 million. Bah, en France, on ne sait pas les faire. Et d'ailleurs, j'avais une question à ce sujet. Bon, là, c'est en off, je ferai du montage, mais on a aussi un autre dossier à faire. C'est en gros, c'est créer une start-up et faire un plan commercial derrière. Et puis moi, mon idée de start-up, c'était justement, tu en parles souvent dans tes vidéos, où les Turcs ont cette capacité à créer des drones à faible coût qui limitent les pertes humaines. Et on va dire, entre guillemets, si on fait un drone à $1 million, c'est pas très grave. Ouais. Et justement, ma question liée au TB2, c'est, donc j'ai vu que ça coûtait à peu près $1 million. Et c'est $1 million, c'est la cellule ou c'est cellule plus armement? Non, c'est juste la cellule. Et c'est sans les stations de contrôle. La station de contrôle coûte cher aussi. D'accord, ok. Justement, parce que je suis en train de monter ce dossier. C'est presque du jetable à ce prix-là, parce que c'est le prix de quelques missiles. Ouais. Enfin, c'est le prix il y a des missiles qui coûtent plus cher que ça, tu vois. Donc, typiquement, si tu peux envoyer 5 drones, que tu en perds 2, mais que tu as un effet militaire qui est super important, parfait. C'est ça. Et tu penses qu'en France,
on devrait s'équiper de ce genre de drone. Ah, c'est une certitude, mais on a le Reaper, on a d'autres drones Arfan, etc., qu'on a achetés aux autres. On est Oui, en c'est train ça. de Après, développer comment ça s'appelle l'Eurodrone, avec mais Safran. Non, avant ça, plus petit, le truc de Safran, le Patroller, que j'ai vu voler à Pontoise il y a un mois. Là. Super drone, super machine. C'est génial, il faut absolument faire ça. Mais combien de temps on met pour faire un truc? Parce que en gros, l'esprit startup que tu as chez une boîte comme Bayraktar, et moi je crois beaucoup dans les startups innovantes, on ne mise pas assez sur les startups innovantes. Je vais te donner un cas, je vois que le cours est fini. Je vais te donner un cas qui est lié au SCAF. Tu sais que les grands industriels, Safran, Thales, Dassault et les autres, hein, ont obtenu je ne sais plus quel budget, plusieurs milliards d'euros pour le développement du SCAF. Et il y avait des ingénieurs de la DGA qui, pardon, de la inspecteur, enfin bref, des gars de la direction générale de l'armement, qui disaient je voudrais mettre 1% du budget dans les startups. 1%. Et ben les autres, les gros, ils ont réussi à annuler le 1% pour que tout aille chez eux. Alors que tu sais très bien que le nombre d'innovations que tu fais avec ce 1%, il aurait été 1000 fois supérieur à ce qu'on fait avec les gros. d'accord. Et justement, bon, c'est une question que je n'avais pas prévue, mais qui me vient comme ça en parlant du SCAF. Est-ce que Ouais. selon toi, l'achat des F-35 par le gouvernement allemand va impacter le développement justement du projet SCAF? Ils en achètent réellement que 35, non. Parce qu'à ce moment-là, c'est réellement un remplaçant des Tornados pour juste délivrer la bombe atomique américaine. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. S'ils en achètent plus que 35, ouais, là, c'est pas bon. Bon, d'accord. Parce que si, Que ce soit le SCAF ou une autre, de toute façon, les dimensions seront les mêmes. Puisque les avions de 6e génération doivent forcément avoir leur bombe en interne, avec des soutes, donc les avions sont nécessairement beaucoup plus gros que ce qu'on avait par le passé. Donc que ce soit le SCAF avec les Allemands, les Espagnols ou tout seul, ou avec les Indiens et les Émiratis, les dimensions de ton avion, elles sont celles de tes missiles, en fait. Ouais, je vois. Avec Et 3 est-ce que ça soutes, une serait soute centrale, 2 soutes sur les côtés, et voilà, c'est tout. Est-ce que ça serait, enfin après, je sais que le gouvernement actuel en France vise à faire une coopération européenne, mais est-ce que ça Ouais. serait pas plus judicieux pour la souveraineté nationale de faire un projet comme ça uniquement 100% français? Si on a 80 milliards d'euros, oui. C'est ça. C'est Ah ouais, tout bah est si une question de budget, quoi. Bah, de toute façon, on c'est trouve un peu 80 comme tout type de milliards d'euros, projet, c'est et encore 80 milliards d'euros, les achats derrière coûteront, enfin je sais pas, 100, 150 avions coûteront moins cher si on trouve des clients. bien sûr, oui. Ouais. Le prix de l'achat au-delà du développement à 80 milliards d'euros, il va être très largement impacté par le volume de production. Mais c'est sûr. Bah, du coup, plus tu as de copains dès le début du programme, Plus plus tu vas avoir de clients. as la possibilité de vendre, ouais. Voilà, c'est ça. Tu partages les coûts à l'origine et et tu réduis le prix à l'achat. Pourquoi l'Eurofighter coûtait plus cher que le Rafale? Parce que politiquement, ils ont voulu se partager le gâteau à la virgule près, au deuxième chiffre après la virgule, et ensuite ils ont fait une ligne d'assemblage par pays. Mhm. Chaque pays a voulu sa ligne d'assemblage, ça a coûté une fortune. L'Eurofighter, il est moins bien, il coûte plus cher, et il coûte plus cher à la recherche, et il coûte plus cher en On production. maintient. Donc ce qu'il faut, pour un grand programme comme ça, il faut un leader clair, bien défini, Dassault, parce que c'est le meilleur en Europe, et on lui dit, trouve-toi les industries avec lesquelles tu veux bosser. Et puis, si c'est les Suédois qui sont les meilleurs pour telle chose, il faut bosser avec les Suédois, mais il ne faut pas se dire, merde, les Belges, ils ont que 8,3% du truc, qu'est-ce qu'on va leur donner? Attends, tiens, on va leur faire une porte de frigo. Il faut arrêter, quoi. C'est pas le concept. Je vois. Donc, Et il faut ben que super, moi en l'industrie tout cas. domine Oh, sur pardon. le politique pour Ouais. la production et l'innovation. Super. Et ben, merci d'avoir répondu à mes Plaisir. questions. Et À bientôt. puis à bientôt. Merci. Au revoir. Ciao. Salut. Salut.